Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. À la une cette semaine, le référendum de la discorde en Turquie. Recep Tayyip Erdogan obtient de justesse le renforcement des pouvoirs présidentiels. Mais les observateurs internationaux pointent du doigt des dysfonctionnements. L'opposition dénonce des fraudes et réclame l'annulation du référendum constitutionnel. Plus de 1600 candidats pour un poste, celui de président de la République islamique d'Iran. L'élection se tiendra le 19 mai. En attendant, le Conseil des gardiens de la Révolution va examiner les dossiers avant de donner son aval à une poignée de candidats. Qui sont les favoris? La réponse dans votre magazine. Et puis direction la ville de Tripoli au Liban. Là-bas, sunnites et alaouites se sont longtemps affrontés sur fond de conflits syriens. Mais l'ONG Marche œuvre à la réconciliation des communautés. Un reportage à suivre. Mais d'abord, en Turquie, on est loin du plébiscite espéré par Recep Tayyip Erdogan. Pourtant, le président turc savoure sa victoire à 51,4%. Le oui l'emporte et il va obtenir les pleins pouvoirs. Mais le résultat est contesté par l'opposition et la mission d'observateurs de l'OSCE et du Conseil de l'Europe évoque un référendum qui n'est pas aux normes. Alors, quelles conséquences pour la Turquie? Les explications de Sophie Guignon. Ce n'est pas mon président. Tous ensemble contre le fascisme. Ce sont les slogans de rage du camp du non au référendum. Ulcérés par les soupçons de fraude, ces manifestants n'acceptent pas la réforme constitutionnelle qui fait de Recep Tayyip Erdogan un hyper-président. À lui tout seul, il possédera l'essentiel du pouvoir exécutif. Le poste de Premier ministre disparaîtra. Il aura également la main sur le pouvoir judiciaire. Erdogan nommera 12 des 15 juges à la Cour constitutionnelle et pourra destituer le personnel du système judiciaire. Ce système n'a que très peu, voire même plus du tout, de freins et de contre-pouvoirs. Il n'oblige pas l'exécutif, le président et ses ministres à rendre des comptes. Le nouveau sultan, comme l'appellent ses opposants, gouvernera par décret. Le Parlement pourra toujours amender ou abroger des lois, mais le président aura un droit de veto. En fêtant sa victoire avec ses partisans, Recep Tayyip Erdogan a aussi fait une autre promesse. Nous avons beaucoup à faire dans ce pays. Et si Dieu le veut, notre premier objectif sera... La foule lui répond en chœur. La peine de mort. Le président turc ne franchit-il pas une ligne rouge? Pour les Européens en tout cas, le rétablissement de la peine de mort, pourtant abolie en 2004, enterrerait pour de bon le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Une procédure déjà au point mort. Le rétablissement de la peine de mort signerait la fin des négociations. Mais peu importe pour Recep Tayyip Erdogan. L'homme fort de la Turquie a été jusqu'à évoquer la possible tenue d'un autre référendum pour ou contre l'adhésion à l'Union européenne. Ils nous font attendre à la porte de l'Union européenne depuis 54 ans, n'est-ce pas? Attendez, nous allons nous asseoir et parler. Nous pouvons également organiser un référendum pour cela. Si l'Europe dépend de la Turquie pour maîtriser les arrivées de nouveaux réfugiés sur son territoire, la Turquie a besoin de l'Europe, qui est sa meilleure partenaire commerciale. Elle y réalise 75% des investissements directs dans le pays. La guerre en Syrie et cette image terrible, prise quelques minutes à peine après un attentat particulièrement meurtrier près d'Alep. On voit sur ce cliché toute la détresse, l'impuissance et le désespoir d'un homme, celui d'un photographe. Il était venu couvrir l'évacuation de ces civils. L'attaque suicide a frappé un convoi de cars transportant des habitants des localités d'Al-Foua et Kefraya dans la province d'Idlib. Au moins 126 personnes ont été tuées. Le pape François a condamné un acte ignoble. Le régime de Damas et les rebelles syriens se rejettent la responsabilité. Au Proche-Orient, le gouvernement israélien insensible au sort des prisonniers palestiniens alors que 1500 détenus ont entamé lundi une grève de la faim collective pour dénoncer leurs conditions d'incarcération. Le ministre israélien de la Sécurité intérieure a prévenu, il ne négociera pas. Le mouvement a été lancé à l'occasion de la journée des prisonniers par le leader palestinien Marwan Barghouti, lui aussi derrière les barreaux. Des manifestations de soutien ont été organisées dans les grandes villes comme Bethléem, Gaza et Ramallah. Regardez.
Des drapeaux à l'effigie de Marwan Barghouti, l'un des leaders du Fatah. C'est le symbole des manifestants réunis à Ramallah, en Cisjordanie. Depuis sa cellule où il purge une peine de prison à vie, l'homme a réussi à mobiliser grâce à cet appel à la grève de la faim, publié par le New York Times. Tous dénoncent les conditions d'incarcération en Israël et réclament la fin de la détention administrative, sans inculpation et sans procès, utilisée par Israël depuis les années 80. Dans la foule, sa femme en appelle à la communauté internationale. Ce sont des droits humains que le monde entier reconnaît. Ce sont des demandes simples qu'Israël veut rendre compliquées. Dans la bande de Gaza, que beaucoup surnomment la prison à ciel ouvert, ces manifestants miment des détenus. Un hommage aux 1500 prisonniers qui ont commencé une grève de la faim ce lundi. Pourtant rival du Fatah qui a lancé ce mouvement, le Hamas qui dirige la bande de Gaza soutient cette démarche. Nous saluons ces prisonniers, nos héros, qui sont derrière les barreaux de l'occupant. Nous vous applaudissons pendant que vous combattez l'estomac vide contre vos geôliers, contre l'occupation. À Bethléem, des heurts ont éclaté entre des manifestants palestiniens et l'armée israélienne. L'État hébreu, de son côté, estime que cette grève de la faim collective est motivée par des considérations politiques. Direction l'Iran à présent, le 19 mai prochain, les électeurs seront appelés à désigner leur président. Et ce n'est pas moins de 1636 candidats qui se sont inscrits au scrutin. Mais selon la procédure en vigueur, il leur faut d'abord obtenir l'aval du Conseil des gardiens de la Révolution. La liste beaucoup plus restreinte des qualifiés sera rendue publique le 27 avril prochain. Alors qui sont les principaux postulants? La réponse de Florence Gaillard. Plus de 1600 candidats pour un poste, celui de président de la République islamique d'Iran. Parmi les postulants, 137 femmes et plusieurs surprises de dernière minute, comme le vice-président Eshaq Jahangiri, inscrit vendredi in extremis, et surtout l'ancien président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad, qui la semaine dernière a annoncé qu'il se représentait à l'élection suprême. Mahmoud Ahmadinejad, on a longtemps pensé que c'était un petit peu de la provocation que de se représenter. Ensuite, il y a eu ce discours du guide qui a expliqué que la candidature de Mahmoud Ahmadinejad serait un mal dans la population. Donc il est revenu sur son idée. Puis Mahmoud Ahmadinejad s'est représenté en expliquant qu'il voulait aider, apporter son soutien à Baroui, mais peu de chances que la population s'intéresse à lui. Hamid Baroui est l'ancien vice-président de Mahmoud Ahmadinejad. Mais accusé de corruption, il a fait 7 mois de prison et a peu d'espoir d'être retenu parmi les candidats. Malgré les efforts des conservateurs pour reprendre le pays en main, le président sortant Hassan Rouhani a de grandes chances de l'emporter. D'abord parce qu'il a assuré la sécurité du pays, alors que le groupe État islamique menace la région et tout particulièrement les chiites. Ensuite parce qu'il a sorti l'Iran de son isolement diplomatique grâce à l'accord sur le nucléaire. À partir d'aujourd'hui, préserver l'accord nucléaire sera une des priorités de la nation iranienne. Notre pays ne s'arrêtera pas à mi-chemin. Nous devons continuer sur cette voie jusqu'au bout. Mais rien n'est encore joué. Le Conseil des gardiens de la Constitution étudie actuellement les nombreux dossiers pour établir une liste de présidentiables d'ici le 27 avril. Il y a déjà des candidatures farfelues, donc ça va être très rapide de les évincer, celles-là. Au-delà de ça, on passe par une sorte d'examen en fait, des candidats sur leur position, sur leur personnalité. On leur pose des questions, en fait, tout bonnement, et on essaie de voir si les réponses qu'ils donnent sont bien conformes à ce que les rouages de la République islamique exigent. Lors des précédentes présidentielles, le Conseil avait approuvé seulement une demi-douzaine de postulants. Aucune candidature de femme n'a été validée jusqu'à présent. Tripoli, deuxième ville du Liban, a vécu près de 10 ans au rythme des affrontements entre deux quartiers pauvres. D'un côté, Jabal Mohsen, l'Alawite, fief des pro-Assad. De l'autre, Bab Tabané, la sunnite qui soutient les rebelles syriens. En 2014, il a fallu l'intervention massive de l'armée libanaise pour faire cesser les combats entre les deux camps. Le souvenir de dizaines de morts reste vivace. Mais aujourd'hui, c'est sur la ligne de démarcation, la rue de Syrie, que renaît l'espoir. 80 ex-miliciens rénovent la rue, main dans la main à l'initiative de l'ONG March. Nos correspondants au Liban se sont rendus sur place.
Ce matin, Ahmad le sunnite et Ali l'alawite vont travailler sur un chantier rue de Syrie. Ces deux amis d'enfance se sont retrouvés face à face, fusils au poing, lors des nombreux affrontements qui ont opposé leurs deux quartiers. Aujourd'hui, c'est le pinceau à la main qu'ils se remémorent leurs faits d'armes. Je jure sur la tête de mes parents que j'ai essayé de lui tirer dessus, mais je l'ai raté. S'il te plaît, ne parlons pas de ça. Tu te souviens quand j'ai essayé de te descendre, Ahmad? Oui, c'est arrivé une fois. Je passais d'une rue à l'autre et il a essayé de m'avoir, mais il m'a raté. Les politiciens ont tout détruit. Tu m'étonnes. Ils trouveront toujours une manière de nous faire nous entretuer. En 2014, un déploiement massif de l'armée libanaise a mis fin au combat. Depuis, l'ONG March tente de réconcilier les deux camps. Dernier projet en date, la rénovation d'une centaine de magasins sur la ligne de front par des ex-miliciens. Au début, j'avais peur et en même temps, j'étais excité. La première fois que j'ai rencontré les gars de Bab Tabané, j'étais venu avec une arme sur moi. Je pensais qu'ils ne pourraient pas me pardonner et pour moi aussi, c'était dur de leur pardonner. On avait tous des armes, sans exception. Et puis après une ou deux rencontres, on ne prenait même plus un couteau. On disait que leur parti politique voulait nous tuer et nous massacrer. Et ils disaient la même chose de nous. Au siège local de March, la directrice finalise les plans de l'inauguration officielle de la nouvelle rue. Elle travaille en coordination permanente avec l'armée. La situation reste volatile. Nous, on ne peut pas contrôler si les combats vont reprendre pour une décision politique. Mais ce que je sais, c'est qu'il va y avoir au moins des centaines de jeunes avec leurs familles qui ne participeront pas alors qu'ils auraient probablement participé. La centaine de jeunes qui travaillent sur la rénovation touche environ 500 $ par mois. Le projet vise aussi à soutenir l'économie locale, car ici, un tiers des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Mais pour certains, cela ne suffit pas. C'est une goutte d'eau dans l'océan, rien de plus. C'est du